Alors, Monsieur le Président, je vais tout de suite vous passer la parole. Je connais votre esprit très structuré, donc je vous fais entièrement confiance pour rendre les travaux de la Commission dans le délai d'1 heure. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'on arrive en fin de session, donc on va essayer d'être le plus succinct possible, mais en même temps d'aller dans le fond des sujets, puisque comme vous le savez, la Commission des Affaires sociales, de l'emploi et des anciens combattants... c'est pas cette présentation-là, par contre. Bon, mais c'est pas grave. C'était une autre clé USB. Simplement vous dire que dans le rapport de la Commission, et vous le verrez, on a mis en place, dans la première page du rapport, en fait, un point d'actualité à destination des élus consulaires. Donc ça sera la 2e ou la 3e page du rapport. Et vraiment, nous, les membres de la Commission, vous invitent à diffuser ça dans vos circonscriptions. C'est vraiment les différents points d'actualité. C'est dommage qu'on ne puisse pas l'afficher à l'écran. Je ne sais pas si du coup... parce que je vais donner ma clé USB en fait. Bon, alors, pour résumer nos travaux de la semaine, vous verrez en fin de présentation, nous vous présentons 6 résolutions. Ces 6 résolutions, en fait, s'inscrivent vraiment dans 3 objectifs. Premier objectif qui est de tenir compte du contexte de crise multiples et pour proposer des réponses efficaces. Le deuxième objectif, c'est celui de faciliter le parcours administratif de nos compatriotes à l'étranger. Comme vous le savez, sur le domaine des affaires sociales, en fait, il y a tout un tas de sujets, d'agences, de caisses, etc., à laquelle doivent faire face nos compatriotes à l'étranger. Et parfois, pour eux, c'est pour le coup le parcours du combattant. Et ça fera l'objet d'une des résolutions en fin de présentation, d'essayer tout simplement, par notre expérience d'élu de terrain, mais aussi par tout simplement la réalité technologique du moment, de faire en sorte de simplifier le parcours administratif de nos compatriotes. Et le dernier point, c'est un sujet qui vous concerne toutes et tous, et j'en parlais avec la sénatrice Conway-Mouret juste avant, c'est celui de renforcer la participation des élus au sein des différentes instances des organismes de l'État, des caisses associées, etc. On a 2 exemples très concrets, vous l'avez vu hier, nous avons toutes et tous voté pour le conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, et j'en profite en tant que président de commission pour bien évidemment saluer les nouvelles administratrices et les nouveaux administrateurs et vous dire que la commission des affaires sociales aura beaucoup de plaisir à travailler avec vous dans votre prochain mandat, à travailler de manière intelligente, à faire part aussi des problèmes très concrets comme nous l'avons fait cette semaine d'ailleurs dans la commission. Mais c'est pas ce PowerPoint-là, en fait. Je vous ai donné la clé USB, vous savez, c'est le... C'est ça, c'est la clé blanche. Et c'est... Alors, sur les points d'actualité, donc on a parlé bien évidemment... Non, c'était juste avant. On revenait... voilà, présentation, c'est ça. Ok, donc... On revient vite fait, sans perdre trop de temps, mais donc la deuxième slide, voilà, donc simplement les différents membres de la commission. Une partie est dans la salle. Je voudrais d'ailleurs saluer notre collègue Laetitia Baird qui est au Canada, qui malgré le décalage horaire a participé à une très très large partie de nos travaux. Je crois que Laetitia est en ligne, donc c'est vraiment une bonne chose. Et peut-être très rapidement, mais c'est important aussi parce que je ne sais pas si c'est le cas dans les autres commissions, je pense que c'est le cas, mais j'ai l'impression qu'il y a une alchimie qui s'est créée dans notre salle 1C ou 1B et qu'on travaille toutes et tous ensemble en bonne harmonie, à commencer par Hélène, la présidente, qui siège quand même dans notre commission et qui, je sais que tu viens à chaque fois que tu peux, parce que forcément, avec ton mandat de présidente, c'est pas facile.
Élise Léger qui représente l'Asie-Océanie, qui est aussi avec nous dans la commission. Je ne sais pas si Yolande est là ce matin, mais voilà, Yolande qui est élue en Algérie. Michel Malivelle, qu'on ne présente plus, qui est élu à l'île Maurice. Je ne veux oublier personne. Chantal Pichard, bien évidemment, qui est élue pour la Grèce. Radija Belkaïd, qui est élue au Maroc. Et bien évidemment, au niveau... Oui, non, mais moi, je commence par les femmes d'abord. C'est mes engagements politiques, pour le coup, mais j'essaie de citer les femmes d'abord et ensuite, je continue avec les hommes. Donc, notre vice-président, Prediban Siva, notre ami Hugues, qui parlera juste après, qui est élu des Français en Italie, Franck Barthélémy, qui est élu des Français en Inde, Laurent Rigaud pour les Émirats, notre ami d'Israël, Claude Lévy, et j'ai oublié probablement Benoît, qui est élu en Irlande et qui fait un gros travail aussi sur les retraites. On en parle dans 2 secondes. Je pense que j'ai cité tout le monde. Ah, et Denis Glock, pardon. Voilà. Bah oui, parce que Denis Glock se recentre. Vous voyez que Denis Glock se recentre. Donc voilà. Et Francine Watkins. Et j'ai oublié Francine. Et je voudrais aussi remercier bien évidemment Francine Watkins parce que je crois que ton début de semaine a été un peu compliqué, mais hier, tu étais pleinement avec nous et tu nous as beaucoup aidé pour le rapport. Bien évidemment, le président de la commission, Florian Bohème, qui est de Cambodge. Merci beaucoup. Donc voilà, donc c'est vraiment les 3 sujets que nous avons traités, donc les retraites, la santé, les anciens combattants. Ça apparaît dans le rapport à un moment. Madame la Présidente, une nouvelle loi a été votée, et je pense que Élise en parlera, mais une nouvelle loi a été votée. Elle a été ratifiée, ça rentre en action le 1er janvier 2023. On ne parlera plus en France d'anciens combattants, mais tout simplement de combattants. Et donc la Commission souhaite formellement aussi que nous puissions faire évoluer ce terme au sein de notre Assemblée et que l'on puisse s'appeler Commission des affaires sociales, de l'emploi et du monde combattant, de façon à s'aligner sur les différents offices et différentes communications. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc ça, j'en ai déjà parlé, pareil, donc c'est vraiment ce qui a animé nos travaux. On peut passer justement à la suite. Donc sur l'Ukraine, vous le savez, on a fait un point... Ah merci, voilà. Oui, mais en fait, je me retrouve avec comme toi, c'est-à-dire que je ne vois pas. Je ne vois pas aussi loin. Ouais. Voilà, donc sur l'Ukraine, simplement des annonces ont été faites et à l'occasion du débat qu'on a pu avoir avec les parlementaires, et je pense que Hugues reviendra dessus, il a en effet été confirmé, notamment par l'adjoint directeur de la Sécurité sociale, la suspension du délai de carence pour nos compatriotes qui rentrent sur le territoire français et qui n'ont pas forcément de protection sociale, mais aussi pour les réfugiés. C'est quelque chose qui a été annoncé. Parmi les actualités au niveau des élus consulaires que vous pouvez leur diffuser, il y a cette première chose qui est le numéro de sécurité sociale donc pour tous les Français de l'étranger inscrits au registre d'ici la fin 2022. Si vous avez regardé vos mails, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai reçu un mail cette nuit sur ce sujet-là. Donc c'est pleinement en train de se déployer. Un deuxième point qui est extrêmement important, si vous avez dans vos circonscriptions des retraités qui ont parfois du mal à se retrouver sur toutes les questions de protection sociale, etc. Le site Amélie, qui est le site de la Sécurité sociale, a actualisé et a mis en ligne une foire aux questions en janvier 2022 qui revient vraiment sur les problématiques les plus communes concernant les retraités à l'étranger. Le troisième point, et ça a fait l'objet d'un gros travail d'audition et je pense que Radija reviendra aussi dessus, puisque c'est en fait un sujet qui a beaucoup concerné nos compatriotes en Tunisie, en Algérie, au Maroc. C'est les relations avec la CPAM 77. Et à partir du mois d'avril 2022, cette CPAM 77 va assurer un rôle de guichet unique donc pour
les retraités qui sont aussi adhérents de la CFE, qui cotisent, bien sûr, qui ont 15 ans de cotisation. On reviendra un peu en détail sur ce sujet, puisque c'est vraiment quelque chose qui a motivé une partie de notre rapport et des travaux de la commission. Et donc, à partir du mois d'avril 2022, l'ensemble des pensionnés, c'est-à-dire ceux qui ont des droits ouverts en France au titre de conventions bilatérales ou de règlements européens, pourront aussi s'adresser à ce guichet unique pour toutes leurs démarches de protection sociale. Auparavant, il fallait qu'ils s'adressent à leur CPM d'affiliation. Et justement, donc c'est le dernier point sur la partie protection sociale et qui est là aussi assez importante. Comme vous le savez, probablement, il y a eu tout un tas de questions, de débats suite à l'adoption du budget de la sécurité sociale de 2019, avec finalement une perte de droits pour un certain nombre d'assurés. Le budget 2022 est revenu sur cette perte de droits concernant l'accès aux soins. Maintenant, on revient à 10 ans de cotisation, de façon à ce que les retraités puissent bénéficier de la prise en charge des soins lors de leur séjour temporaire en France. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante, la dernière slide, qui est au niveau de l'actualité du monde combattant, avec deux informations qui nous semblent importantes pour les pays qui ont notamment des anciens combattants en nombre. C'est que avec la pandémie, en fait, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a décidé d'accélérer sa simplification administrative et sa numérisation, et il est désormais possible pour toutes les personnes qui ont des démarches à faire de carte de combattant, de demande de pension de combattants, etc., de pouvoir le faire en ligne sur le site de l'ONACVG, et on s'est bien assuré auprès de la directrice de l'Office que cela soit possible aussi, sans avoir besoin de se connecter à France Connect, puisque comme vous le savez, il y a tout un tas de pays où en fait l'accès à France Connect ne fonctionne pas bien, et donc la directrice de l'Office nous a assuré que c'était en effet possible. Et enfin, le deuxième point, et ça c'est plus un point de vigilance, si jamais vous avez des lieux ou des sites de mémoire dans vos pays qui ont un lien direct avec la France, vous pouvez demander et informer vos consulats ou vos ambassades qu'il y a des crédits disponibles. Quand il y a un peu d'argent quelque part, c'est bien de le dire aussi, qu'il y a des crédits disponibles auprès du ministère des Armées, la direction patrimoine, mémoire et archives. Et donc ne pas hésiter, si vous avez ce type de problématique, à vous en assurer auprès du consulat pour que les demandes soient bien faites. Voici donc le sommaire du rapport. Et comme ça, les rapporteurs vont pouvoir présenter les différents points. Donc le dialogue avec les parlementaires et la DFAE, un point qui est un gros volet sur les retraites des Français à l'étranger, et notamment l'annonce de la création d'un groupe de travail au sein de la commission pour pouvoir travailler spécifiquement et sur la durée sur le thème des retraites des Français à l'étranger. Ça fait l'objet d'une résolution. Pour vous résumer très rapidement, on a notamment auditionné la Cour des comptes qui a rendu un référé. Donc un référé, en fait, c'est un document administratif qui est envoyé directement à un membre du gouvernement. Ce référé a été envoyé au ministre Olivier Véran. Et dans ce référé, il y a plusieurs recommandations qui sont faites, mais qui, en gros, signalent quelques dysfonctionnements au niveau des caisses de retraite, et notamment un qui nous apparaît important, qui est celui du calcul, du mode de calcul de la retraite lorsque vous êtes français à l'étranger, c'est-à-dire que vous avez souvent des carrières hachées ou des carrières courtes, et les facteurs pénalisants, en fait, aujourd'hui, sont identifiés par les usagers, mais ne sont pas identifiés par les caisses de retraite. Et c'est pour ça que nous avons en partie décidé de la création de ce groupe de travail, pour pouvoir s'inscrire dans la durée et faire finalement ce travail avec les parlementaires pour essayer de faire évoluer les choses. Des auditions conjointes qui ont été menées auprès du GIP Union Retraite, de la CNAF, du CNAREF, du CLES. Là aussi, on aura l'occasion d'en revenir. Je pense qu'on a oublié, d'ailleurs, je dis ça aux membres de la commission, un point important concernant les certificats d'existence et certificats de vie, puisqu'il avait été annoncé la mise en place des dispositifs de biométrie où vous prenez votre téléphone et vous pouvez, avec votre œil, donner une preuve d'existence, etc. Tout ceci a été présenté de manière fort intéressante par le directeur du GIP Union Retraite,
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un retard d'1 an dans le déploiement, puisque ça devait se déployer en 2022. Ça ne sera pas annoncé avant janvier 2023, pour une raison que nous comprenons tout à fait, qui est celle, en fait, d'être en conformité avec les lois françaises, notamment sur tout ce qui est éthique. Et donc la CNIL est saisie de ces questions et on espère que ça pourra se lancer début 2023. Les conséquences de la loi de sécurité sociale 2018, j'ai eu l'occasion d'en parler dans les points d'actualité. La Caisse des Français de l'étranger, on fera un point assez rapide puisque le directeur général de la Caisse est ensuite présent devant la plénière. Donc on reviendra plus en fait sur des points justement précis d'actualité et finalement une des résolutions que nous allons porter au sein de la commission pour nous assurer que la prise en charge de la catégorie aidée soit bien effective de la part des services de l'État. Le bilan de mandat donc, du conseil d'administration sortant. Et enfin, sur l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, je pense que Élise fera un point là-dessus, mais on a eu en effet un bon échange. Je passe tout de suite la parole à Hugues sur le lien avec les parlementaires. Et notre commission souhaite, au début de chaque session, tantôt les sénateurs, tantôt les députés, faire un point avec les parlementaires de façon à aussi faire avancer concrètement les dossiers. Merci Monsieur le Président. Donc notre commission a auditionné ensemble Madame la sénatrice Samantha Cazebonne, Monsieur le sénateur Jean-Yves Lecomte et Monsieur le sénateur Ronan Le Gleut sur 2 sujets, une actualité sur l'Ukraine et puis leur vision des travaux parlementaires sur des sujets qui concernent notre commission. Donc sur la situation en Ukraine, donc le sénateur Lecomte, qui est résident en Pologne, nous a rappelé la nécessité pour nos compatriotes de s'inscrire au registre des Français de l'étranger. Vous le savez, on ne sait pas combien nous sommes de Français à l'étranger, puisque dans toutes nos circonscriptions, nous savons qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas inscrits. La pandémie de Covid-19 avait déjà mis en lumière ce problème, et la guerre en Ukraine le rappelle encore plus. Ensuite, il s'est rendu à Kiev peu de temps avant que la guerre commence, et il nous a témoigné du fait que les Français qu'il avait rencontrés là-bas souhaitaient rester sur place, étaient attachés à leur vie sur place. Enfin, il a noté une grande solidarité entre nos compatriotes, et en particulier nos compatriotes des pays limitrophes. Le sénateur Le Gleut, qui est résident à Berlin, nous a raconté que les Berlinois accueillaient des réfugiés, qu'il y avait un système très simple à la gare de Berlin où les gens qui avaient une chambre de libre y allaient tout simplement et proposaient d'accueillir des réfugiés qui arrivaient. Il nous a fait part également d'une peur de la population allemande sur 2 facteurs. Le facteur de guerre, puisque la guerre est relativement proche de leur territoire, et sur le côté économique, les conséquences économiques du conflit. Enfin, il nous a témoigné d'un sentiment d'abandon de la population française d'Ukraine, en citant notamment le fait que quand l'ambassade avait déménagé de Kiev, les Français n'avaient pas été mis au courant. Voilà pour leur témoignage. La sénatrice Cazebonne, elle est résidente. Il est pas mal celui-là. Je présente mes excuses à Madame la sénatrice Samantha Cazebonne, donc qui est résidente en Espagne. Donc elle est spécialisée sur l'enseignement français à l'étranger. Donc elle nous a bien informé que les établissements scolaires en Ukraine étaient tous fermés, bien sûr, qu'il y avait des cours en visio, mais on ne savait pas trop si c'était suivi ou pas. Oui. Le gouvernement français a effectivement demandé à tous les établissements des pays limitrophes d'accueillir les enfants qui étaient scolarisés dans le système ukrainien, et ça se passe effectivement comme ça. Enfin, il y a le cas particulier du lycée de Moscou. Donc le lycée de Moscou est actuellement fermé. Les vacances, il y avait des vacances chez eux, ont été prolongées. Normalement, ils devraient réouvrir au mois d'avril. Et ça répond aussi à une demande des Français sur place. Bon, alors la situation évoluant tous les jours, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et puis elle a rappelé également que les Français de Russie avaient été appelés à quitter le territoire.
Enfin, elle a témoigné du fait qu'elle était allée à la gare de l'Est à Paris rencontrer des familles ukrainiennes pour se rendre compte un peu de ce qui se passait. Voilà pour la situation en Ukraine. Ensuite, je vais passer très vite sur l'actualité parlementaire. Donc, à partir de la rentrée de 2022 dans nos écoles, il y a la possibilité de financement donc d'une assistance pour tous les enfants qu'ils nécessitent. Par le passé, ce n'était possible que pour les boursiers. Maintenant, c'est possible pour tous les élèves. Donc, vous avez... c'est effectif depuis la rentrée précédente, par contre. Donc, c'est un dispositif qui marche bien et elle a témoigné du fait que le nombre d'allocataires était en augmentation. Donc, on pense que c'est une très bonne chose. Je vais passer vite parce que le temps est compté. Vous aurez bien sûr tous ces documents dans le rapport. Alors le sénateur Lecomte nous a rappelé les conséquences de la réforme de la CFE de 2018. On a aujourd'hui donc un nouveau conseil d'administration et comme mon président, je félicite tous les nouveaux membres du conseil qui a pas mal de responsabilités. On a eu, comme vous le savez, une vacance de conseil d'administration, donc ce n'est pas souhaitable. Donc nous en avons parlé en commission et je pense qu'il faudra que le prochain conseil d'administration modifie son règlement de façon à ce qu'il n'y ait pas de vacances de possibilités d'action, en fait, ce qui est tout à fait possible. Le sénateur Lecomte a aussi parlé de la difficulté qui a été rencontrée, que nous connaissons tous, sur les certificats d'existence pendant la pandémie. Et enfin, on a beaucoup parlé avec lui de sécurité sociale pour les retraités. Comme l'a dit notre président, c'est un sujet qui bouge en ce moment et que notre commission va suivre de près. Enfin, le sénateur Legleu nous a parlé de la proposition de loi qu'il avait faite sur la création d'un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger. Et donc, il nous a expliqué un petit peu que son point de vue, qui est intéressant. Donc, effectivement, ces dernières années, on a eu plusieurs crises. Il y a des événements climatiques, des événements de sécurité, des événements sanitaires comme la pandémie. Il nous a cité le fait que pour SOS Covid-19, il avait fallu un arbitrage de Bercy et le ministère des Affaires étrangères n'avait pas pu dégager de fonds sans arbitrage. Donc, à son sens, la création d'un fonds géré par le ministère des Affaires étrangères pourrait permettre effectivement, sans avoir un arbitrage, et pourrait permettre d'avoir des actions rapides, des actions plus rapides par le ministère. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Hugues. Et c'est vrai que ces auditions ont aussi été l'occasion, puisque les présidents de commission et le bureau de l'AFE ont été invités devant le groupe d'études des Français de l'étranger au Sénat. Ça nous a permis de structurer notre intervention au Sénat autour de ces grands axes d'audition concernant notamment les aides accordées aux enfants en situation de handicap au sein du réseau AEFE. Je pense qu'on reviendra dessus dans les prochaines sessions et sûrement en lien avec la commission concernée de l'éducation, puisque c'est un déploiement qui est finalement en train de se faire. Et il y a aussi des sujets de formation des agents sur lesquels il faut probablement que l'on se penche. Je vous propose de passer au point sur les retraites et vous le verrez que dans le mandat qui s'ouvre, ça sera finalement en fait un point, on va dire, peut-être pas à chaque fois, mais quasiment. Simplement vous informer donc, que la Cour des comptes a rendu ce référé. Ça s'est passé en fait entre deux sessions de l'AFE et surtout ça s'est passé au moment de la pandémie, du Covid-19. J'essaie juste de retrouver les recommandations précises de la Cour, puisque donc il a été demandé au ministre Olivier Véran par 4 recommandations. Je vous les lis très rapidement parce qu'elles sont finalement importantes et elles structurent ce qui doit être fait pour simplifier et harmoniser les retraites des Français à l'étranger. La recommandation numéro 1 de la Cour, c'est de demander à la direction de la sécurité sociale, au CLES,
à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à d'autres caisses de mesurer le nombre et le montant des pensions concernées par la coordination internationale. Ça veut dire que concrètement, la Cour des comptes a identifié qu'aujourd'hui, en France, nous ne savons pas précisément le nombre et le montant des pensions concernées par la coordination internationale. Vous conviendrez que sur ce sujet-là, on ne peut que soutenir, on ne peut qu'applaudir dès demain la Cour des comptes et surtout, on ne peut que demander aux parlementaires de faire un droit de suivi, puisque à l'heure où nous parlons, ce référé date du 22 décembre 2020. Nous sommes en 2022. Le ministère des Solidarités n'a toujours pas donné suite. La seconde recommandation de la Cour, c'est aussi de réaliser une étude sur le non-recours au droit à la retraite complémentaire pour les assurés qui relèvent de la coordination internationale. Là aussi, vous voyez, c'est un sujet qui est très concret pour les Français à l'étranger qui sont retraités. Une partie d'entre eux ne font pas appel à la retraite complémentaire auquel ils pourraient avoir droit. Et je pense que Benoît y reviendra rapidement ensuite, puisque c'est un des objets du groupe de travail. La recommandation numéro 3, c'est de mettre en place pour les assurés qui relèvent de cette coordination internationale et qui résident en France une instruction des dossiers de retraite par des services spécialisés par pays. Et là aussi, il y a tout ce volet, pour ceux qui connaissent un peu, sur les CARSAT, etc. Ça n'a pas fait l'objet pour l'instant d'une résolution, on verra, mais on la prendra probablement au mois d'octobre, qui est celle d'essayer d'acter le fait d'avoir des référents des Français de l'étranger dans les différentes CARSAT. C'est ce que je vous disais en préambule de ce rapport, c'est vraiment de simplifier finalement l'accès à l'administration française pour nos compatriotes à l'étranger. Et enfin, la recommandation numéro 4 de la Cour des comptes, c'est d'expertiser la régularité juridique et l'impact financier. Alors là, c'est un peu plus complexe, mais c'est sur la mise en œuvre de la LURA, qui est une loi, alors l'acronyme m'échappe, vous m'excuserez, la mise en œuvre de la LURA sur la coordination européenne et internationale, mais aussi d'expertiser les différentes applications des règles en matière de cumul entre le régime général et la MSA, et aussi, bien sûr, de revoir le mode actuel d'application de la règle européenne de convention des périodes. Ce sont des sujets qui sont très techniques, mais qui ont des incidences directes pour les retraités français à l'étranger. Cette audition de la Cour des comptes s'est passée en ouverture de nos travaux, ce qui nous a permis ensuite de pouvoir, devant les différents représentants de la CNAV, du GIP Union Retraite, etc., leur poser des questions très concrètes. Et donc je passe la parole à Benoît qui va présenter justement le rôle et l'objectif du groupe de travail. J'espère que je ne vous ai pas assommé avec ces sujets, mais comme vous voyez, c'est suffisamment technique pour qu'on ait décidé de créer ce groupe de travail en interne de la Commission. Bonjour, Madame la Présidente, chers collègues. Donc, nous avons souhaité la création d'un groupe de travail sur la retraite des Français de l'étranger. Donc, la mission de ce groupe serait de comprendre le calcul de la retraite française pour les Français qui ont travaillé une partie de leur carrière à l'étranger et surtout ses conséquences. Et ensuite, comprendre le processus de liquidation de la retraite avec les caisses de retraite, puis organiser un atelier avec les caisses de retraite pour que tout le monde comprenne bien les méthodes de calcul. Donc la composition de ce groupe, ce sera donc Francine Watkins, Franck Barthélémy, Claude Lévy et moi-même, où j'assurerai la coordination. Et le groupe se réunira régulièrement en intercession et en session. Bon, ce qu'on a constaté et ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est donc les nombreux facteurs qui pénalisent la retraite des carrières courtes et hachées, dont les retraites des Françaises et des Français qui ont travaillé à l'étranger. Donc le principal problème, probablement, c'est la prise en compte pour les carrières de moins de 25 ans de toutes les années de carrière dont le calcul de la retraite est non... la prise en compte de toutes les mauvaises années dans le calcul du SAM, alors que ce n'est pas le cas normalement pour une carrière entière en France. On est sur beaucoup d'acronymes, hein, mais le SAM, c'est par exemple le salaire de référence qui est pris en compte pour le calcul de la retraite. Un autre problème, c'est la prise en compte des plus anciennes années pour ceux qui ont commencé leur carrière en France et qui la finissent à l'étranger. Comme la revalorisation des années ne se fait pas encore en fonction de l'évolution des salaires, mais en fonction de l'indice des prix,
il y a un net désavantage pour ceux qui commencent leur carrière en France et la finissent à l'étranger. Ça peut éventuellement être de l'ordre de 20%. Et ensuite, un autre problème, le dernier problème peut-être, c'est donc l'impossibilité pour un certain nombre d'entre nous de faire valider toutes nos années de carrière pour la décote, ce qui veut dire une décote systématique en plus. Voilà. Et tout accumulé, ça fait quand même ça peut faire une baisse très 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 importante de la retraite. Merci beaucoup Benoît. Et c'est vrai que ce sujet sur les retraites des Français à l'étranger, c'est un sujet qui nous concerne directement. Je voudrais rappeler les chiffres qui sont extrêmement importants. On parle de 1,6 million de retraités résidant à l'étranger. Ça ne sont pas tous des Français de l'étranger. Il y a beaucoup de personnes étrangères qui ont eu des carrières en France qui retournent dans leur pays de résidence ensuite. Mais 1,6 million de retraités à l'étranger, 6 milliards d'euros de paiement par an de pensions de retraite de France à l'étranger, 20% des retraités qui résident sur 2 pays, l'Espagne et le Portugal. Donc nos amis élus en Espagne et au Portugal, n'hésitez pas à travailler sur ces sujets parce que c'est extrêmement important. Et ensuite, 30% qui résident, et là vous comprendrez le lien historique avec la France, 30% qui résident en Algérie et 7% qui résident au Maroc. Sur ces questions de retraite à l'étranger, juste 2 derniers chiffres, mais qui sont là aussi importants pour vous montrer finalement ce qui va animer les travaux de notre commission sur ces histoires de simplification administrative. C'est qu'il y a un véritable phénomène de déconnexion aujourd'hui par rapport à un fait générationnel. Et on s'aperçoit notamment que les chiffres de l'Union Retraite nous indiquent que 25% des enquêtes, donc c'est-à-dire des certificats de résidence, etc., 25% sont retournés via le dispositif dématérialisé. Donc vous voyez là le gap qui existe entre la volonté de l'État qui est affichée, qui est de dire on dématérialise, on simplifie, etc., et la réalité concrète de nos compatriotes dans leur pays. Seulement 25% sont en capacité de pouvoir envoyer par leur ordinateur leur certificat d'existence. Petite interruption, on parle de retraite, mais moi je souhaitais saluer Arthur qui est dans cette salle. Comme je le disais, on est une assemblée renouvelée avec également des jeunes mamans et des bébés. On espère qu'Arthur sera sage, mais ça devrait aller. Je vous propose qu'on passe au sujet suivant sur les retraites. Donc, on vous mettra en fait dans les comptes rendus, donc sur le site de l'AFE, l'ensemble des présentations des différents opérateurs parce qu'elles sont extrêmement bien faites. Ils ont passé beaucoup de temps à les faire. Je souhaite quand même saluer aussi la présence de toutes les personnes que nous avons auditionnées, le dialogue qui s'est engagé avec eux et qui va se construire sur la durée. On s'est notamment comme ça aperçu finalement que la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait une façon de communiquer qui s'adressait peut-être pas forcément très concrètement aux Français de l'étranger et on souhaite pouvoir commencer un dialogue avec eux pour essayer de faire bouger les choses petit à petit. On sait que c'est toujours très compliqué. Mais alors, je n'ai pas la présidence de l'Assemblée, donc je ne sais pas si la présidente passe la parole ou pas, mais en tout cas, sur ce thème des retraites, sachez qu'on va continuer et juste préciser qu'il y aura, d'une façon générale, sur les affaires sociales, lors des prochaines sessions de l'AFE, une volonté exprimée de tenir des permanences de la part des différents opérateurs, que ce soit la Caisse des Français de l'étranger, la CNAV, le CLES, etc. On demandera aux opérateurs de venir ici une demi-journée comme ça se faisait précédemment et de façon à ce que les élus puissent soumettre les différents... Ah ben voilà, vous voyez, j'ai répondu donc à votre question. Ça sera fait, ça avait été suspendu le temps du Covid, mais c'est aussi une demande de la CNAV par exemple. La CNAV a souhaité... voilà. Sujet suivant, je propose, si vous aurez probablement des questions après. Le sujet suivant, je l'ai oublié. Non, c'est la Caisse des Français de l'étranger avec Radija. Monsieur le Président, nous sommes toujours dans les temps ? Oui, je pense. C'est à vous de me le dire, mais je pense que c'est bon. Oui. Oui, ça va. Il nous reste Radija sur la Caisse des Français de l'étranger, les anciens combattants, et après on passe sur les résolutions. Radija, elle va être courte.
Radija qui a été brillamment élue administratrice de la Caisse. Merci. Merci à tous. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, bon, je ne vais pas rappeler tout ce qu'a dit Monsieur le Président en introduction sur les annonces de la Caisse des Français de l'étranger. Je vais seulement vous donner le bilan du conseil d'administration sortant. Mais par contre, je voudrais saluer Monsieur Gallet qui nous a appris quand même une bonne nouvelle pour le Maroc et pour la Tunisie en ce qui concerne la CPAM 77 pour des retraités qui ont pas 15 ans de cotisation. Alors, en introduction du bilan de mandat des administrateurs sortants de la Caisse, il est rappelé que la CFE existe depuis 1978. Alain Pierre Mignon, que nous saluons, président sortant du CA, souhaite bonne chance aux futurs administrateurs auxquels il enverra une feuille de route proposée par le précédent Conseil dont la mandature a été une mandature de transformation. Il était accompagné de Éric Pavie, directeur général, et des administrateurs sortants Didier Lachise et Jean-Louis Mangui, que nous saluons également. Bon, je vais pas lire tout le rapport. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu des nouveaux avantages par cette réforme. La rétroactivité des cotisations dues en cas d'adhésion tardive est supprimée. L'option Soins France est intégrée dans le tarif de base. Les conjoints actifs français ou non pourront être couverts par un contrat famille. La Caisse commercialise désormais 4 produits. Monde Expat Santé qui couvre les frais de santé des expatriés dans le monde entier, y compris la France. Jeune Expat Santé qui couvre les frais de santé des moins de 30 ans partout dans le monde. Retraite Expat Santé qui couvre tous les frais de santé des retraités du système français à l'étranger dont les soins en France couverts par la sécurité sociale. France Expat Santé qui couvre tous les frais de santé des expatriés uniquement en France lors de leur séjour temporaire. Un point très important, c'est la CFE a réagi face à la crise sanitaire, a mis des mesures exceptionnelles. Tous les produits d'assurance santé de la CFE intègrent dans leur périmètre de couverture les soins liés à la Covid-19. Le tiers payant hospitalier en cas d'hospitalisation liée au Covid et Covid-19 Expat Santé a été imaginé pour les Français résidant à l'étranger n'ayant pas de contrat CFE et des frais de santé liés à la Covid. Radija, je pense que le directeur général rappellera tout à l'heure dans sa présentation, peut-être aller par contre sur le point qui concerne la subvention de l'État à la CFE. Je suis désolé d'appuyer là où ça a fait mal, mais c'est le sujet qu'on a identifié. Alors, j'y vais. Alors, pour la subvention, c'est souligne qu'un eurocent, voilà. Donc, c'est la loi de modernisation sociale de 2002 portée par la sénatrice Monique Cerisier-Benguiga qui instaure la 3e catégorie aidée, dispositif qui se traduit par une prise en charge par l'État à hauteur de 50% du montant des cotisations à acquitter par les personnes à revenus modestes. En 2011, le principe de cofinancement à part égale par l'État et la CFE de la catégorie aidée a été supprimé. Le dispositif, qui coûte annuellement près de 4 millions d'euros, ne reçoit de l'État qu'une subvention variant les années de 380 000 euros à 575 000 euros, voire en année exceptionnelle à 900 000 euros pendant la période Covid. Il est important que la loi soit respectée et que soit pérennisé l'engagement de l'État vis-à-vis du financement à part égale avec la CFE de la catégorie aidée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Radija. Et je ne doute pas que la résolution que nous allons proposer dans quelques minutes sur le respect de l'engagement de l'État de la prise en charge de la subvention CFE sera votée à l'unanimité de cette Assemblée. Je passe la parole à Élise Léger qui va nous parler du monde combattant. On a vu une directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, parce que c'est toujours le nom jusqu'au 1er janvier,
qui est extrêmement dynamique, qui, je crois, malgré des moyens probablement limités, a su nous convaincre de nous engager sur ces questions-là. Et on vous enverra aussi, parce que je voyais ça cette nuit en présentant le rapport, les anciens combattants, c'est pas un truc très vague comme ça, de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ou encore la guerre d'Algérie, ou même les premières guerres du Golfe. Les anciens combattants, c'est aussi des sujets très concrets. Et il y a des vidéos qu'on va pouvoir vous diffuser, que vous pouvez aussi utiliser dans vos circonscriptions sur ces sujets. Bonjour à tous, bonjour Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président et Président et Vice-président de ma commission. Donc je vais vous parler des anciens combattants et on pense que c'est quelque chose d'un autre temps, mais pas du tout. Et il y a beaucoup d'intérêt aussi pour nous, Français de l'étranger, élus et communauté des Français de l'étranger, à s'intéresser au sujet. Donc déjà, on va parler de l'acronyme, on en a parlé un peu ce matin. L'ONAC-VG, c'est l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Donc comme vous pouvez voir, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a une véritable organisation, un budget, et on va voir rapidement à quoi ça sert. Alors, qui sont les fameux ressortissants de l'ONAC-VG? Alors, c'est beaucoup de personnes, ce sont les combattants eux-mêmes, mais ça peut être aussi des membres de leur famille. Donc, c'est aussi important que vous sachiez ça lorsque vous avez peut-être des familles d'anciens combattants dans vos circonscriptions et qui s'approchent de vous, les pupilles de la nation, etc., les victimes d'actes du terrorisme aussi, ça c'est assez récent. Et donc, ils sont plus de 2 millions. Je voulais vous parler des missions actuelles de l'ONAC-VG, donc la reconnaissance et la réparation. Évidemment, la solidarité, je vais faire un point un petit peu précis là-dessus, et la mémoire, le devoir de mémoire. Continuer de se rappeler de ceux qui se sont sacrifiés pour nous au cours des dernières années aussi. Alors, la solidarité, elle a un budget de 25 millions d'euros par an, donc c'est bon à savoir. Et sachez que donc c'est un budget qui est totalement séparé des CCPAS. Je tiens à le préciser, donc c'est un complément. Comme notre président de commission l'a abordé, il y a une modernisation qui s'est amorcée et vous pouvez faire vos demandes de carte de combattant ainsi que d'aide sociale de l'ONAC-VG en ligne. Ça aussi, très important à notifier à nos Français de l'étranger qui n'ont pas forcément l'accès à une poste fiable, surtout en ce moment de crise. Ensuite, qu'est-ce que c'est l'ONAC-VG? C'est aussi raviver le devoir de mémoire avec 3 objectifs. Célébrer, partager et transmettre. Et ce sont des actes très importants. Et sachez que nous aussi, en tant que Français de l'étranger, nous pouvons participer à ces objectifs puisqu'il y a des concours scolaires que nous pouvons mener dans nos écoles françaises ou faire appel à leurs demandes, à leurs expositions thématiques pour pouvoir continuer de se rappeler et de célébrer aussi ceux qui se sont sacrifiés pour nous. Et enfin, je voudrais faire un petit point sur le Bleuet de France qui n'est pas très connu. Malheureusement, pour ceux qui sont dans les pays anglo-saxons, vous connaîtrez très bien le poppy, ce petit coquelicot rouge. Et le Bleuet de France serait comme une sorte d'équivalent et malheureusement n'a pas autant de renommée que le poppy. Donc le Bleuet de France est d'abord un symbole que vous avez peut-être vu sur les vestes ou les vêtements des personnes, mais c'est aussi un fonds d'aide. Donc il y a à peu près 1 million d'euros collectés chaque année et aussi vient en aide aux anciens combattants et à leurs familles. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site, vous pouvez directement commander des bleuets pour vos cérémonies, les distribuer ou organiser vous-même des collectes. Voilà, j'en ai terminé avec ça. Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup, Élise. Et c'est vrai que là aussi, c'est des sujets qui peuvent paraître comme ça, bon, qui sont déjà des sujets très lourds. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, 10% de son budget est attribué aux Français de l'étranger. Ça, c'est des choses très concrètes qu'il faut avoir en tête. Quand je vous disais qu'on va essayer, au sein de cette commission, ça ne fait pas l'objet d'une résolution, et d'ailleurs si Charles peut préparer les résolutions, puisqu'on va passer à ça,
ça ne fait pas l'objet d'une résolution concrète de notre commission, mais c'est le travail qu'on va avoir avec les parlementaires, c'est celui d'assurer une meilleure représentation des élus des Français de l'étranger. On en discutait avec la directrice de l'Office national des anciens combattants. Chaque agence ou groupement public qui tourne autour de l'État est régi par une convention d'objectifs et de moyens. Cette convention d'objectifs et de moyens, c'est ce qui classifie en fait les relations entre l'État et l'agence en question. Et on en discutait avec la directrice de l'ONAC-VG sur le fait d'intégrer le conseil d'administration. Donc ça doit être porté par un véhicule législatif pour exactement, pour ceux qui ont suivi ce qu'a fait la sénatrice Casbonne quand elle a rajouté un élu supplémentaire au sein du conseil d'administration de l'AEFE. Là, ça concerne les Français de l'étranger, l'AEFE, donc c'est assez facile. Mais pour les autres agences, on va faire ce travail finalement de plaidoyer auprès des parlementaires, à la fois l'ONAC-VG, puisque ça se passe cette année, pour obtenir un poste d'administrateur au sein du conseil d'administration. On espère que l'État nous entendra là-dessus. Et aussi au niveau des caisses de retraite, puisque à chaque fois les volumes et budgétaires et en termes de nombre de personnes concrètement concernées par tous ces sujets et qui habitent à l'étranger ne sont pas neutres. Et donc cette représentation doit aussi pouvoir se faire. Sur les résolutions, la première résolution concerne la simplification administrative. Comme vous le savez, il y a tout un tas de démarches qui ont été rendues accessibles en ligne, etc. Mais on sait aujourd'hui que le lien, finalement, qui est le lien naturel quand on habite à l'étranger, qui est celui du numéro de téléphone, reste quelque chose d'extrêmement compliqué. Et cette résolution souhaite rappeler aux administrations, aux différents groupements qui sont au service des Français de l'étranger, qu'il est extrêmement important de continuer à communiquer sur des numéros en plus 33. Je vous l'ai dit, hein, on a eu des auditions extrêmement productives. Pour prendre l'exemple de l'ONAC-VG, par exemple, l'ONAC-VG a mis en place un numéro vert 0800. La directrice générale était très contente de nous parler de son 0800. On lui a expliqué que très concrètement, ça ne fonctionne pas quand on est français à l'étranger. Donc voilà, c'est l'objet de la résolution. Je pense que vous pouvez en prendre connaissance et je ne sais pas si formellement on doit la lire ou si... Alors rapidement, sur les considérants, voilà, sur les considérants, je pense que vous les avez. Peut-être le dernier considérant qui est aussi de demander la généralisation des usages d'applications gratuites de messages instantanés et leur utilisation par des administrations de nos pays résidences. Je pense que dans un certain nombre de pays dans lesquels on habite aujourd'hui, on a des liens avec l'administration via des groupes WhatsApp, via des télégrammes, via des... Enfin, je ne vais pas vous citer tous les opérateurs. On s'aperçoit qu'en France, nous sommes au degré 0 ou au moins 2e étage sur ces questions-là. Et je pense que l'administration doit en effet se poser les bonnes questions sur la modernisation. Et donc c'est pour ça que nous demandons la généralisation des numéros plus 33 accessibles depuis l'étranger pour tous les services administratifs et particulièrement tous les services, tous les organismes de retraite, les CARSAT, l'ONAC-VG, à l'instar, puisqu'il faut aussi donner les bons points, à l'instar de la direction des impôts des non-résidents qui a fait ce travail, qui a créé une page Facebook, etc., ou encore de la Caisse des Français de l'étranger. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité par la Commission. Alors, mon rôle est aussi de surveiller le temps. Vous avez 6 résolutions. Je vais vous demander de limiter vos prises de parole. Il y en avait une de Madame Fouque-Weiss et la seconde de Radiaral. Merci Madame la Présidente. Je reviens sur la CPAM 77 qui va gérer les retraités de l'étranger. Alors, vous parlez, c'est la CNAREF en fait. Hein, c'est la même chose. Donc, il existe des retraités qui sont déjà retraités de l'Union européenne et qui sont gérés par leur CPAM correspondante, c'est-à-dire pour tous les pays, Allemagne, Autriche, etc. C'est la CARSAT Alsace-Moselle. Est-ce que ces retraités-là vont être transférés à la CNAREF et est-ce qu'ils seront prévenus? Voilà ma question. Ensuite, je voulais parler du groupe de travail sur les retraites. Alors, c'est une excellente idée, mais il n'y a pas que les problèmes de calcul de la retraite. Il y a aussi, même quand les gens ont fait une carrière complète, ils demandent leur retraite, il y a énormément de dysfonctionnements, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à contacter l'interlocuteur dédié. Et s'il y a une question, une correction à apporter, c'est le parcours du combattant. Hein ?
pas de l'ancien combattant, mais du combattant. Voilà. Et je voudrais savoir, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse avoir... Nadine, merci. On puisse avoir un numéro dédié ou un mail dédié pour pouvoir poser nos questions. Je pense que c'est l'objet de la résolution. Exactement. Concernant l'histoire des CARSAT et du lien avec la CPM 77 et tout ça, on est tous des élus de terrain. Moi, je ne suis pas dans la technique et la logique. Mais ce que je te propose, Nadine, c'est de voir avec le directeur Gallet, de lui faire un petit message pour savoir concrètement comment ça va se passer. Mais là-dessus, il y a eu des erreurs de commises par la CPM 77 CNAREF et notamment des envois de courrier à 7500 assurés sur des histoires de suspension de carte vitale. Donc, je pense que le lien va se faire assez facilement par la sécurité sociale. Madame Rall. Merci Madame la Présidente. Ce sera très court. Vous faites référence à un considérant en parlant de loi. C'est un visa, c'est vu. Eh ben, c'est très court et ça sera modifié. Monsieur Marin-Cudras. Oui, vous avez absolument raison. On a bien l'intention de s'en occuper. On a aussi identifié le problème. Absolument. Ouais, ouais. On pourra être en contact à ce sujet-là. Oui. On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ok, unanimité. La résolution est adoptée à l'unanimité. Résolution suivante. Merci beaucoup. La seconde résolution, et finalement on n'en a pas beaucoup parlé dans le rapport et je m'en excuse par avance, c'est sur le calcul des taux de base par rapport au CCPAS. Je ne voudrais pas dire de bêtises, et Denis, tu me corrigeras si je me trompe. Il y a eu une demande de réévaluation des taux de base qui a été faite pour combien de pays? 42 37 pays. Et combien ont été acceptés? 13, voilà. Donc il y a une demande de réévaluation des taux de base qui ont été faits donc, dans nos postes consulaires directement par nous pour ces 37 pays. Seulement 13 ont été acceptés. Je crois que c'était un des débats juste avant. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est que le contexte et sanitaire et géopolitique fait que les prix des matières premières sont en constante augmentation et pas directement autour des pays limitrophes, parce que j'ai entendu un certain nombre de personnes parler de ça. Ça a des conséquences aussi directes quand on habite au Maroc ou en Algérie sur le prix du pain. Ça a des conséquences directes quand on habite en Asie sur le prix du riz, par exemple. Et donc l'idée de cette résolution est de faire en sorte que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères prenne pleinement en considération les besoins de nos compatriotes à l'étranger. Et donc cette résolution demande la prise en compte des avis émis par les élus consulaires lors des conseils consulaires de l'année 2021 et la validation de toutes les propositions d'augmentation des taux de base faites par les postes. Okay. Des remarques? Radia? Merci Madame la Présidente. Pour ma part, je n'aurais pas demandé ça, j'aurais demandé que le budget soit augmenté. Parce que, comme vous le savez, il y a des contraintes budgétaires. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais j'aurais ajouté de tenir compte d'augmenter notre budget CCPAS. Monsieur Danden. Oui, merci Madame la Présidente. Bien entendu, je serais très heureux que ce soit accepté, mais franchement, je trouve que ce n'est pas raisonnable. C'est autant demander que la Commission nationale disparaisse, quoi. Je vous remercie. Monsieur Yumni. Oui, je vous remercie. Alors, on ne sait pas comment va évoluer la situation internationale, même au niveau inflation et coût de la vie. Sur le taux de base évalué, qui ne correspond pas à la situation internationale, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter, avec le coût de la vie, le taux de change? Parce qu'il n'y a pas seulement l'enjeu du coût de la vie, il y a aussi le taux de change, parce qu'il y a beaucoup de monnaies maintenant dans le monde, et particulièrement dans les pays en développement non producteurs de matières premières, qui ont vu leur monnaie dégringoler. Voilà, si vous pouviez rajouter ça dans votre résolution. Merci. Oui, je pense que... Alors, quelques réponses très rapidement.
c'est pas raisonnable de demander. Oui, c'est pas raisonnable de demander, on est d'accord, mais c'est pas nous qui votons le budget, ce sont les parlementaires. On a auditionné le sénateur Rémi Féraud, qui est rapporteur pour avis du programme 151 au Sénat, qui n'avait pas forcément dans son focus macro justement le budget des affaires sociales. Il nous l'a d'ailleurs avoué très humblement en nous disant que quand lui regardait le programme 151, il s'adressait surtout sur le volet AEFE, Institut français, Alliance française, mais que ce volet affaires sociales, qui en termes de macro, c'est-à-dire à l'échelle du budget de la France, représente quasiment rien, le fait que les sénateurs, lors d'un budget rectificatif, proposent une augmentation du budget, puisque je vous rappelle d'ailleurs que la directrice Agnauer nous a dit en début de session que de toute façon, le budget des affaires sociales, aujourd'hui, n'était pas financé en l'état actuel. Non mais voilà, donc est-ce que vous voulez qu'on demande clairement l'augmentation? Moi, j'ai pas de... Voilà, c'est vous qui... Si vous pensez que... demande la prise en compte des amis et VIP, donc par les élus, lors des conseils consulaires lors de l'année 2021, je pense que c'est le premier point qui est important. La validation de toutes les propositions d'augmentation des taux de base faites par les postes. Et le troisième point, une augmentation du budget dédié aux affaires sociales. Voilà, une augmentation du budget dédié aux affaires sociales. Je ne sais pas si ça... Et alors, la prise en compte des taux de change, pour moi, ça apparaît plus dans les considérants, c'est ça en fait. Hein. Ça apparaît dans les considérants. On le rajoutera dans les considérants si tout le monde est d'accord. Oui. Ouais. On va passer au vote parce qu'on est vraiment pris par le temps. C'est clair ? Donc avec la proposition de Radiaral. Okay. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Une. Ok. Donc, adopté à l'unanimité des voix exprimées. Merci beaucoup. Alors, on en a encore 4. La prochaine va être très rapide. C'est toujours sur cette notion de prise en considération du rôle des élus. Le budget des affaires sociales, dans les faits, n'existe pas au sein de ce ministère. C'est suffisamment rappelé. Il existe concrètement, mais de par la loi, il n'existe pas. C'est-à-dire que, alors je vois Mme Roser qui tord la tête, je donne mon interprétation. C'est un comité des subventions qui est administré par des fonctionnaires et nous demandons à ce que, sur un principe de réciprocité pour le staff, puisqu'il y a une commission nationale staff où des élus siègent dedans, nous demandons que pour les subventions OLES, là ça passe par le comité des subventions du ministère, que nous puissions aussi avoir une représentation au sein de ce comité. Et donc demande la participation des élus issus de l'Assemblée des Français de l'étranger au sein des comités des subventions du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères lorsque celui-ci se réunit pour attribuer les subventions aux OLES. Radia, très rapidement. Sur ce point, moi, je vais devoir m'abstenir pour la simple et bonne raison que ce point est traité en commission nationale pour la protection sociale. Effectivement, nous n'avons pas donné cette année une grande part, mais c'est redondant. Madame Picharl, très rapidement également. Il me semble qu'à la commission permanente, il s'agit de traiter les CCPAS et l'attribution des OLES. C'est vraiment pas ça, c'est pas dans le domaine de la commission permanente, et c'est vraiment le comité d'attribution dans lequel il y a vraiment aucun représentant. Il n'y a que l'administration. C'est très séparé. Les OLES, le comité va se réunir là dans quelques semaines au mois d'avril, alors que la commission permanente s'est réunie avant, c'était sur les taux de base, etc. Nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention? Deux? Trois. Non, deux. Deux? Ok. La résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. Je vous propose, Charles, qu'on passe à la 5. À la 5, parce que ça va aller assez vite.
La 5, c'est une résolution très technique concernant la conversion de numéros de sécurité sociale provisoire en numéros définitifs. Pour faciliter en fait l'inscription d'un certain nombre d'assurés au sein de la Caisse des Français de l'étranger, celle-ci est amenée à créer des numéros de sécurité sociale provisoires. Ces numéros de sécurité sociale provisoires, c'est principalement pour des ressortissants qui ne sont, je ne veux pas dire de bêtises, qui ne sont pas de nationalité française, notamment le cas d'ayants droit, ou aussi des ressortissants français à l'étranger qui n'ont jamais habité sur le territoire français, qui donc ne se sont jamais inscrits dans un parcours de demande de numéro de sécurité sociale. Et ce qu'on demande via cette résolution, c'est que la Caisse des Français de l'étranger, en coopération avec les organismes ad hoc et principalement le service administratif national d'identification des assurés, le SANDIA pour l'acronyme, prenne en charge la conversion des numéros de sécurité sociale attribués provisoirement en numéros définitifs. C'est exactement ce que disait Nadine Fougweiss sur le rapport à l'administration. Vous allez sur les forums de sécurité sociale, il est impossible de contacter le SANDIA, et donc on se retrouve avec des personnes qui pendant des années se retrouvent avec des numéros de sécurité sociale provisoires, alors qu'il serait beaucoup plus simple d'avoir un numéro définitif. Une demande très bref, Monsieur Danden. À ma connaissance, une décision a été prise récemment par l'administration de l'état civil au fin d'attribuer un numéro définitif à toute personne née à l'étranger. Donc ça devrait résoudre le problème. Je laisse Franck répondre si... Non, ça ne le résout pas. C'est deux sujets différents, en fait. À partir de cette année, le gouvernement a décidé que tous les Français inscrits au registre des consulaires des Français à l'étranger se verraient attribuer un numéro de sécurité sociale. Ces adhérents CFE ont déjà un numéro provisoire et... Okay, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. Merci beaucoup. Très rapidement, la résolution 6, j'en ai déjà parlé, je ne réexplique pas. C'est simplement de demander de pérenniser l'engagement de l'État vis-à-vis du financement à part égale avec la Caisse des Français de l'étranger, la catégorie aidée, en revenant au principe de base de la loi de 2002 pour que la participation de l'État soit à hauteur de 50% des besoins actuels. Ces besoins s'élèvent à 4 millions d'euros pour l'exercice budgétaire en cours. On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La résolution est adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Et la dernière résolution, là aussi, alors c'est vrai qu'elle est plus longue dans le texte, mais pour le coup, c'est ce dont on a parlé avec Benoît sur la création de ce groupe de travail. Et donc, nous demandons que les caisses de retraite mettent en place des outils d'information, notamment individuels, pour faciliter la compréhension du calcul des retraites des Français à l'étranger. Cette recommandation fait d'ailleurs l'objet d'une mention dans un des rapports du Conseil d'orientation des retraites. Nous demandons pour les carrières courtes ou hachées que le salaire de référence soit calculé à partir d'un pourcentage des meilleures années. Nous demandons que les premières années de la carrière soient mieux revalorisées en les basant sur l'évolution du salaire moyen. Ça, c'est très clair quand vous avez un job étudiant, etc. Et il y a 20 ans après, vous vous doutez bien que ce n'est pas le même montant en termes d'évolution du salaire. Et enfin, la totalité de la carrière soit prise en compte pour l'âge de la retraite ou la décote pour les Français ayant effectué une partie de leur carrière à l'étranger. On peut passer au vote. Okay. Qui vote contre? Qui s'abstient? La résolution est adoptée à l'unanimité. Eh ben, en conclusion, nous sommes à votre disposition pour travailler, vous voyez, sur tous ces sujets très techniques. N'hésitez pas à nous solliciter et à nous abreuver d'informations. Merci à vous. Merci. Alors, je vais appeler la commission sécurité ou Prédival, monsieur le vice-président. Juste petite information. Depuis que nous avons auditionné Madame la directrice de l'Office national des anciens combattants, elle a nommé plus des anciens combattants, ce sont des combattants. Donc je suis rajeuni depuis que j'ai auditionné Madame la directrice. D'accord. Alors,